Les effets secondaires dépendent du mécanisme d'action du médicament, et donc c'est important de connaître les grandes classes de médicaments en cancérologie pour ensuite pouvoir déterminer à l'avance les effets secondaires attendus des traitements et pouvoir les traiter. Alors, habituellement, les effets indésirables nécessitent des traitements à visée symptomatique qui sont indépendants finalement du traitement de chimiothérapie qu'on donne. Une diarrhée, finalement, va être traitée de la même manière, quel que soit le médicament qui l'a provoqué. La seule chose, c'est qu'il faudra faire éventuellement attention aux interactions médicamenteuses, surtout avec les thérapies ciblées par voie orale, qui peuvent interagir avec les traitements que l'on peut donner pour traiter les effets indésirables. C'est important de prendre les effets indésirables en charge parce que ça permet d'améliorer l'observance du traitement et puis d'améliorer la qualité de vie du patient. Et je crois que là-dessus, il y a un rôle majeur du médecin généraliste et du pharmacien. Et puis je sais qu'il y a beaucoup d'infirmières libérales parmi vous qui sont là aussi pour guider les patients dans les prises médicamenteuses. Alors on va commencer par un cas clinique. Donc c'est un monsieur A, c'est un patient que vous voyez pour un cancer bronchique et il a un traitement par erlotinib où le nom commercial c'est le Tarceva. Et puis peu de temps après le début du traitement apparaît une éruption cutanée de type acnéiforme, donc ça lui rappelle son adolescence. Et puis, comme vous le voyez sur la photo, il a aussi des fissures douloureuses au niveau des doigts. Alors, qu'est-ce que vous proposez concernant la folliculite, donc l'éruption cutanée au niveau du visage? On va lever les mains, ça va être plus simple. Qui propose une crème hydratante? Oh bah allez-y. Hein. Ok, très bien. Une crème solaire. Ouais. Une antibiothérapie par voie orale. Ouais. L'arrêt du traitement, donc l'arrêt du Tarceva. Et puis finalement ne rien faire, c'est pas si mal de rajeunir. Bon, on est d'accord que... Alors, donc là, je vous rappelle un peu les mécanismes d'action, donc notamment du Tarceva. Et le Tarceva appartient au groupe des anti-EGFR. Donc en fait, vous voyez déjà, il y a 4 médicaments qui appartiennent à la même classe d'inhibiteurs de tyrosine kinase, et puis 2 anticorps. Donc déjà, tous ces médicaments-là vont avoir ces effets indésirables. Ils agissent tous sur un récepteur qui s'appelle l'EGF récepteur, Epidermal Growth Factor. Et donc, ils vont cibler la tumeur, puisque du coup, elle est médiée par ce récepteur, mais également, ils vont cibler tous les récepteurs qui se trouvent au niveau du corps, et notamment les récepteurs qui se trouvent au niveau cutané. C'est pour ça que ça donne des éruptions cutanées chez plus de 80% des patients. C'était une question qui était dans votre livret normalement. Alors, pour traiter cette folliculite, déjà on peut, au niveau préventif, donner un traitement antibiotique par doxycycline, 100 mg par jour. Faire attention parce que c'est un médicament qui entraîne, qui est photosensibilisant. Et puis, en fait, par la suite, on va prendre en charge la folliculite selon le grade de sévérité. Donc, dans tous les cas, il faudra faire une toilette à l'eau claire avec un savon un pain sur gras dermatologique sans savon, justement, pour éviter d'assécher la peau, parce que du coup, ça donne des sécheresses cutanées assez importantes. Il faut penser à la photoprotection quand même. Et puis, pour les éruptions cutanées, on propose une préparation magistrale à base d'antibiotiques, donc à base d'érythromycine,
à faire par le pharmacien. Et puis au niveau du dos et du torse, comme ce sont des régions qui sont plus larges, on proposera une lotion par antibiotique par érifluide. Quand l'éruption est d'intensité modérée, on fera à la fois un traitement local et à la fois un traitement systémique avec une cycline orale. En cas de démangeaison, on pourra prescrire un antihistaminique de type Xizal. Et puis, si l'éruption est vraiment d'intensité sévère, là, il faut se poser la question effectivement de l'arrêt, soit... souvent c'est un arrêt momentané du traitement et puis éventuellement de diminuer les doses et à ce moment-là on donnera des dermocorticoïdes et puis on augmentera les antibiotiques par voie orale. Donc là ça relève vraiment d'un avis dermatologique spécialisé. Alors quelle est votre conduite à tenir par rapport aux fissures au niveau des doigts? Est-ce que vous faites une désinfection bétadinée? Est-ce que vous prescrivez une crème grasse? Je vois les... Très bien. Alors, il faut savoir que les fissures, les douleurs ne sont pas proportionnelles à la taille. D'ailleurs, les patients, c'est eux qui vous le disent, hein, que c'est extrêmement douloureux, même si les fissures sont de petite taille. Donc, pareil, comme c'est des médicaments qui assèchent beaucoup la peau, faire la prévention avec des pains sur gras ou des gels douche sans savon. Et puis, favoriser les crèmes hydratantes. Au niveau des traitements, ce sera la crème hydratante pluriquotidienne. Et puis, au niveau de la fissure, mettre une crème très grasse, type Vaseline, sous pansement, ou alors une crème cicatrisante de type Cicalfate. Voilà. Voilà, donc le deuxième cas, c'est une patiente de 74 ans, donc atteinte d'un cancer colorectal métastatique, traitée par Xelox toutes les 3 semaines. C'est l'association d'une forme injectable, l'oxaliplatine, AJ1, et du Xeloda, la capecitabine, 1 gramme par mètre carré 2 fois par jour pendant 14 jours. Sa clairance n'est pas très bonne. Donc la capecitabine, pour vous expliquer, c'est un précurseur du 5-fluorouracile injectable et elle est indiquée dans le cancer de l'estomac, du côlon et du sein. Au 2e mois de traitement, la patiente se plaint de 2 selles par jour et surtout de douleurs dans la bouche. Elle a du mal à parler et à manger depuis 2 jours. Elle a des lésions douloureuses de forme arrondie, comme vous pouvez le voir, des édenthèmes avec certaines plages ulcérées. Que prescrivez-vous déjà que lui faut-il pour traiter sa diarrhée? Est-ce que c'est du loperamide? Une adaptation posologique du Xeloda ou un arrêt immédiat du Xeloda? Donc qui pour le loperamide, l'adaptation de dose ou l'arrêt du traitement? Quels conseils lui donnez-vous? Donc la diarrhée survient chez la moitié des patients traités par capecitabine. Donc il faut mettre en place des mesures hygiéno-diététiques adéquates et faire un traitement symptomatique par du loperamide. C'est ce que vous disiez, Élodie, tout à l'heure, il n'y a pas de spécificité de traitement symptomatique à ce niveau-là. Dans le cadre, si la diarrhée est sévère, c'est-à-dire plus de 4 selles par jour ou des selles nocturnes, c'est là où on va arrêter le traitement jusqu'à normalisation du transit. Hospitalisé pour réhydratation, correction des troubles hydroélectrolytiques, et puis donc en référé à l'oncologue qui va adapter la posologie ensuite. Rappelez donc aux patients qu'en cas de fièvre, de nausées, de vomissements, surtout chez le sujet âgé, il ne faut pas hésiter à contacter le généraliste, l'oncologue, à en parler. Les mesures hygiéno-diététiques, je ne vais peut-être pas aborder beaucoup ce thème-là, vous les connaissez, c'est se laver les mains avec du savon ou une désinfection hydroalcoolique, c'est désinfecter les toilettes avec la javel, c'est de fractionner les repas, mais de les mettre plus souvent, donc en plus petite quantité, de boire abondamment pour ne pas se déshydrater, le régime alimentaire à base de riz, de pâtes, de carottes,
cuite et de laitage, des fromages à pâte cuite, des yaourts à base de bactéries lactées, et puis les desserts donc, classiques, bananes, pommes et coin. Un patient sur 2 sous chimiothérapie ou sous radiothérapie va donc rencontrer le problème des mucites. Elles sont plus fréquentes lors de conditionnement de greffe de moelle et de cancer de la sphère ORL. Les médicaments en cause, c'est la capecitabine ou le 5-FU, donc la forme injectable. C'est aussi le taxotere dans le sein, dans le poumon, l'endoxan, le méthotrexate et l'amzalio, pour les plus en cause. Je ne vais pas détailler la physiopathologie de la mucite, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le 5-FU, par exemple, va donc agir donc, sur la tumeur, mais aussi sur les cellules à développement rapide, comme les cellules de la muqueuse mucale, ce qui entraîne une mucite. Que prescrivez-vous pour traiter cette mucite? Un bain de bouche à base de bicarbonate, fingizone et xylocaïne. Un bain de bouche à base de chlorhexidine, simplement. Un gel de lidocaïne pour soulager la douleur. Une adaptation de dose du Xeloda. Un traitement local par application de gélonette, c'est un pansement avec de la paraffine. Quels conseils donner? Donc là, vous avez les différents stades de la mucite, avec le grade 0, donc là, la muqueuse est normale, l'alimentation aussi. Grade 1, l'alimentation solide est possible, mais on rencontre une douleur, un édentème, une inflammation de la muqueuse. Grade 2, l'alimentation solide peut être possible, mais sous forme modifiée. Là, il y a des douleurs, un édentème, des ulcérations localisées. Donc, c'est la photo que vous avez vue tout à l'heure pour cette patiente. Grade 3, il y a en plus des ulcérations ou des membranes, des pseudomembranes confluentes. Et là, dans ce cas, l'alimentation ou l'hydratation orale adéquate sont impossibles. Grade 4, la douleur est tellement importante, le pronostic vital est en jeu et ça aboutit aussi à des nécroses tissulaires. Donc, à partir du début de tout traitement anticancéreux, donc entraînant des mucites, donc ce qu'il faut, c'est que le patient prenne des bains de bouche bicarbonatés, du bicarbonate tout seul, rien d'autre. Au moins, c'est par contre contraignant, mais ça peut efficacement prévenir ou atténuer les mucites. Donc 8 à 10 fois par jour. Donc il faut conseiller aux patients soit d'acheter du bicarbonate de sodium à 1,4% en officine, soit tout simplement à moindre coût préparé donc, avec du bicarbonate en poudre et puis de l'eau en bouteille. Donc le prendre sous forme de gargarisme et vraiment montre en main, se gargariser pendant 30 à 60 secondes avant de recracher. Le faire bien sûr à distance des repas, par exemple pour le rinçage après chaque brossage de dents, plus entre deux dans la journée. La chlorhexidine est déconseillée, les cocktails bicarbonate, fingizone, xylocaïne sont contre-indiqués dans ce cas, alors qu'il y a eu des pratiques courantes dans ce contexte. L'adaptation posologique du Xeloda, pas si c'est le premier épisode, donc on va interrompre le traitement dans ce cas-là jusqu'à un retour à un grade 0 ou 1. Et puis les pansements à base de paraffine, ils sont possibles même s'il y a des lunettes à oxygène, pas de risque d'explosion, mais pas s'il y a un masque. Donc on va mettre de la paraffine sur les dents en regard des lésions et les lésions elles-mêmes bien sûr. La douleur, on va tenir compte des risques de fausse route, d'allergie, de retard à la cicatrisation pour utiliser le gel de xylocaïne. Il faut bien sûr, avant la chimiothérapie et encore plus pendant, enfin si ça n'a pas été fait, remettre en état la dentition. Et puis, en dehors d'une aplasie, aucun recours n'est justifié à une antibiothérapie empirique systématique. Il faut privilégier les soins locaux, en dehors bien sûr d'une documentation avec un germe pathogène, donc documenté sur le plan microbiologique. Il faut aussi éviter les irritants pour la bouche, pas de bain de bouche à base d'alcool, pas de fil dentaire, de brosse à dents médium ou dure,
pas d'aliments épicés, acides ou astringents. Et puis maintenir la salivation par une bonne hydratation, éventuellement des bonbons acidulés ou mentholés. Les effets secondaires sévères, comme la mucite ou donc là la diarrhée était de grade 2, sont plus fréquents en cas d'insuffisance rénale modérée. Donc il faut bien suivre la clairance de la créatinine avant le traitement et puis périodiquement. Donc, un nouveau cas clinique. Alors là, c'est un patient qui a un cancer du rein avec des métastases d'emblée. Et donc, on lui propose un traitement par sunitinib. Le nom commercial, c'est le Sutet. Et à J15 du traitement, il commence à avoir des douleurs au niveau de la plante des pieds avec cette présentation un peu de hyperkératosique. Une augmentation de la kératose au niveau de la plante des pieds. Donc vous connaissez le fameux syndrome main-pied de forme hyperkératosique. Qu'est-ce que vous prescrivez? Alors, une crème hydratante, en gros. Qui est-ce qui prescrit une crème hydratante? Quand même. Ouais. Une corticothérapie locale. Une crème émolliente et kératolytique. Ouais. Et puis une adaptation posologique du sunitinib. À voir. Et les conseils de prévention, on va les voir ensemble. Donc, le syndrome main-pied, ça concerne le 5FU par voie orale, le fameux Xéloda dont on vient de parler, et puis également les thérapies ciblées et ciblant l'angiogénèse. La physiopathologie de ce syndrome est encore peu connue. Donc l'angiogénèse, en fait, c'est la vascularisation, c'est la naissance de la vascularisation au niveau de la tumeur. Vous savez que la tumeur, au départ, elle est toute petite, et puis pour grossir, elle nécessite ce qu'on appelle un switch angiogénique, c'est-à-dire qu'elle nécessite l'attraction et la création d'une néovascularisation qui va apporter tous les nutriments à la tumeur pour qu'elle puisse s'expandre. Et donc on a des médicaments qui ciblent cette vascularisation. Donc c'est les médicaments que j'ai énumérés ici. Et donc tous ces médicaments vont avoir à peu près les mêmes effets indésirables, notamment sur la vascularisation, ce qu'on va voir par la suite, donc hypertension artérielle, thrombose artérielle pulmonaire, thrombose artérielle et veineuse, pardon, et puis protéinurie. Et également, on ne sait pas donc encore par quel mécanisme, les petites molécules, donc les inhibiteurs de tyrosine kinase, engendrent des syndromes main-pied. Alors au départ, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention? Il faut rechercher une hyperkératose plantaire et puis, si nécessaire, faire des soins de pédicure d'emblée. Et puis essayer de porter des chaussures larges, confortables, essayer d'être nu-pied le plus possible, sans se blesser par contre. Et puis, alors, au niveau du traitement curatif, les formes hyperkératosiques, comme on a vu là, on pourra leur proposer des émollients kératolytiques allurés, type Xérial. Et puis, si la forme est plus sévère, ce sera de la vaseline salicylée. Et dans le cadre des formes inflammatoires, donc quand les mains sont vraiment inflammatoires, donc rouges, on utilisera plutôt des dermocorticoïdes. Et quand les deux formes sont associées, il faut alterner les deux traitements. Et on peut avoir aussi des formes bulleuses. Et on peut percer éventuellement la vésicule si elle est douloureuse. Mais globalement, il faut essayer de respecter le toit de la bulle. Et puis bien sûr, on adaptera la posologie du traitement en fonction de la sévérité, donc ça reviendra plutôt à l'oncologue. Alors justement, il a eu un traitement antiangiogénique, et puis au cours de son traitement, il présente un déséquilibre de sa tension artérielle. Et donc, quelle est chez un patient qui n'était pas traité jusqu'à présent?
Quelle classe thérapeutique vous utiliseriez en première intention dans son cas? Donc, est-ce que vous utiliseriez un diurétique? C'est un peu compliqué peut-être comme question, mais un inhibiteur de l'enzyme de conversion, ouais. Un sartan ou un bêta-bloquant. Donc, c'est les différentes classes de traitements antihypertenseurs qu'on peut utiliser. Alors, la définition de l'hypertension artérielle, elle ne varie pas. C'est une tension artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure et une tension artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure. Donc, la tension artérielle, elle doit être prise au repos depuis plusieurs minutes avec un brassard adapté. Et les recommandations de l'HAS, c'est à 3 reprises et puis on fait la moyenne des 3 tensions. Pour traiter l'hypertension artérielle induite par les traitements anti-angiogéniques, il faudra s'assurer de l'absence de protéinurie et l'absence d'insuffisance rénale associée, puisqu'on a derrière l'arrière-pensée du risque de microangiopathie thrombotique, qui est une complication rare, mais dont il faut se méfier dans ce cadre-là. Et puis, en première intention, du coup, on proposera un traitement par inhibiteur de l'enzyme de conversion ou sartan, qui, ces deux familles thérapeutiques ont l'avantage d'être néphroprotecteurs. Donc les précautions d'emploi, il faudra être prudent avec les diurétiques, surtout si les patients ont un cancer du rein et ont été opérés, notamment donc, surtout sur rein unique. Donc c'est des patients qui ont souvent une insuffisance rénale ou quand c'est en association avec une autre chimiothérapie néphrotoxique. Il faudra être prudent avec les bêta-bloquants parce qu'il y a un risque de QT long. Et puis être prudent parce que ces médicaments interagissent avec le cytochrome P450. Donc il est préférable d'éviter les inhibiteurs calciques. Et donc le Sutent se prescrit 4 semaines sur 6, donc on a 2 semaines de pause. Il faut faire attention parce que parfois on a des hypotensions, les 2 semaines de pause thérapeutique. Voilà. Quatrième cas, donc c'est une dame de 54 ans qui est traitée par docétaxel, Taxotere, pour un cancer du sein. 15 jours après le début de sa chimio, elle présente une alopécie modérée en plaques. Pour le patient et son entourage, c'est l'apparition de la maladie. Donc l'effet maximal survient après 2 mois. Il est toujours réversible à l'arrêt, après plusieurs semaines ou plusieurs mois, avec une modification de la couleur et de la texture des cheveux. Les médicaments très alopécients, ce sont les anthracyclines et les dérivés des taxanes. Moyennement alopécients, la cytarabine, l'endoxan et les platines, les sels de platine. Que conseillez-vous? Un shampoing pour bébé, un shampoing doux pour bébé, un casque réfrigérant pendant les séances, un casque réfrigérant après les séances, un lavage des cheveux tous les 3 jours. Alors, pour quelques conseils pratiques pour ménager ses cheveux, parce que c'est quelque chose d'important pour les patients ou les patientes. Donc, il n'y a pas eu d'études scientifiques qui se sont révélées, qui ont montré une efficacité sur des fortes des traitements. Le casque réfrigérant, il faut le poser 5 minutes avant, à 2 heures, jusqu'à 2 heures après la chimiothérapie, avec une efficacité qui dépend des personnes. Il est contre-indiqué en cas de lésion cérébrale, de leucémie, de métastase cérébrale. Donc un conseil à donner aux patients, c'est de couper les cheveux courts, de se laver les cheveux la veille de la séance de chimio, puis de ne pas se les laver pendant 3 à 8 jours après la séance pour ne pas les fragiliser. Ne pas se les laver trop souvent, utiliser peu de shampoing et un shampoing doux, mais éviter les shampoings pour bébé qui au contraire vont graisser les cheveux. Une brosse douce, éviter la chaleur du séchoir à cheveux, les bigoudis chauffants, enfin tout ce qui chauffe trop les cheveux, les teintures, les balayages, les traitements
Et puis conseiller assez tôt aussi une prothèse capillaire ou éventuellement des coiffes. On va peut-être arrêter nos cas cliniques et puis vous parler en quelques mots du classeur de liaison du réseau Onco Basse-Normandie et puis du document Tessitox. Alors, sur le site du réseau Onco Basse-Normandie, vous pourrez trouver un grand nombre d'informations, en particulier. Là, c'est peut-être un petit peu petit, mais pour ceux qui le connaissent, il y a des fiches d'informations sur les médicaments anticancéreux, essentiellement sur les chimiothérapies Péros, qui sont à destination des professionnels de santé, mais aussi il y a des versions pour les patients. Que contiennent ces fiches? Des informations sur les effets indésirables attendus, et puis sur la conduite à tenir, mais également la prévention, quand c'est possible, de ces effets indésirables. Des informations également sur les interactions médicamenteuses, pour les pharmaciens en particulier, ou les médecins. Donc là, vous avez toutes ces fiches, le détail d'une fiche, et puis le dossier de liaison en cancérologie, c'est un document que vous connaissez peut-être déjà, qui connaît une sous-utilisation encore, parce qu'il faut donner le temps au temps, mais qui a attiré l'attention lors de réunions nationales auprès en particulier de la DGOS ou de l'INCa pour sa qualité. On a la chance vraiment d'avoir en Basse-Normandie un document très bien fait qui permet la communication entre les professionnels de santé. Il n'est pas assez donné. Il est surtout donné au moment de la consultation d'annonce par les infirmières. N'hésitez pas à le réclamer au patient pour que lui-même aille le réclamer auprès des professionnels spécialisés. Voilà, donc il y a des espaces pour écrire, correspondre entre professionnels, pour suivre le traitement. Il y a toutes les coordonnées des référents du patient. Vous pouvez inscrire les vôtres. Voilà, et puis moi je voulais vous parler d'un groupe de travail qui a été mis en place sous la coordination du professeur Joly en Basse-Normandie. Vous avez vu qu'on est confronté à des effets indésirables qui sont multiples, qui concernent différents organes. Et puis, moi je suis oncologue, je ne suis pas dermatologue, donc parfois c'est pas forcément évident de prendre en charge une pathologie dermatologique, même si c'est un effet désirable de nos médicaments, et je pense que les médecins généralistes, c'est la même chose pour vous. Donc en fait, le groupe Tessitox, c'est un groupe de travail qui a réuni différents médecins de différentes spécialités. Donc vous avez gastro-entérologue, pneumologue, dermatologue, endocrinologue, ophtalmologue, des chirurgiens, Madame Marion Sassier qui est pharmacienne. Et en fait, on s'est réunis pour édicter des règles de conduite à tenir pour traiter les effets indésirables de nos patients. Et donc les conduites à tenir que je vous ai données là sont issues de ce document. C'est un petit livret de ce type-là et en fait vous pouvez le retrouver sur internet en tapant Tessitox. Et donc en fait ça va vous donner des conseils qui sont pratiques pour pouvoir gérer les effets indésirables des patients. Alors on est en train de le remettre à jour en ce moment puisque les traitements évoluent. Donc on essaie de le mettre à jour régulièrement. Et c'est un groupe de travail bas normand qui, ce type de travail intéresse beaucoup au niveau national parce qu'on a été les premiers à se réunir sous cette forme-là. Et maintenant, au niveau national, commencent à se coordonner des médecins endocrinologues référents, dermatologues référents, des toxicités de nos traitements. Voilà. Non, ça... Voilà, donc en conclusion, effectivement, le développement des nouveaux traitements en cancérologie se fait effectivement principalement par voie orale.
Mais ça ne veut pas dire qu'il faut banaliser ce type de traitement. Et notamment, il y a beaucoup d'effets indésirables qui surviennent au domicile et qu'il faut apprendre à gérer à domicile. Donc il doit être pris en compte rapidement et traité de façon adéquate. Donc comme vous a montré Valérie, colliger dans le classeur de suivi pour que l'oncologue après ait ces documents et qu'on puisse adapter notre traitement et adapter les traitements, les effets indésirables, les traitements symptomatiques. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? Donc on n'a pas pu traiter tous les effets indésirables. Je pense que les clés principales, c'est Tessitox. Ça vous permet de reprendre les conseils qu'on vous a donnés. Et puis le site sur le réseau OncoBN qui permet de reprendre les effets indésirables des traitements de vos patients. Oui ? Alors ma position personnelle, mais je pense que malheureusement c'est la position de beaucoup d'oncologues, c'est qu'on n'est pas du tout formé par rapport à ces traitements-là. Donc moi, quand les patients viennent me voir avec des traitements homéopathiques, la plupart du temps il n'y a aucune contre-indication avec nos médicaments, donc je leur dis de poursuivre le traitement. Par contre, moi j'ai pas les connaissances nécessaires pour pouvoir les prescrire. Et puis c'est pareil, je veux dire, moi je prescris des traitements qui sont validés, et donc parfois du coup c'est pas toujours validé. Donc il y a beaucoup de patients qui viennent avec des traitements homéopathiques. Moi je les encourage dans ce sens, surtout s'ils se sont montrés efficaces. Par contre, moi-même je ne prescris pas ce type de traitement. Oui. De réseau. C'est vrai. Alors c'est vrai que moi par contre, on a tous nos correspondants. On a de la mésothérapie et l'auriculothérapie sur le forme de François Baclès, donc c'est vrai que j'ai plus tendance à proposer ce type de traitement. C'est vrai qu'à chaque fois que les patients me disent « Ah mais moi, ce traitement-là a marché », je me dis qu'il faut que je les note quelque part pour pouvoir les reproposer, mais c'est vrai que c'est difficile vraiment de... Ouais. Je pense qu'il y a certains de mes collègues qui doivent nous renvoyer des patients, certainement. C'est une grande demande des patients, d'avoir justement ces médecines.